Bonjour, bienvenue sur mon podcast. Je marche donc je pense. Un podcast par Marie du Jardin des Talents. Je suis un petit peu essoufflée, j'ai couru un peu ce matin. Ça faisait longtemps que j'avais pas couru. Course à pied arrêtée depuis 1 an, suite à une blessure. Et là ce matin, j'ai pas couru beaucoup, mais je suis contente. Les jambes ont eu envie de courir et ma blessure ne me faisait plus mal. C'est peut-être un détail pour vous, mais c'est très important pour moi. Et par rapport à la suite du podcast, c'est important comme information. Je vous remercie. On a atteint les 100 écoutes. Sur les deux, il y a les plateformes podcast et puis je mets aussi les podcasts sur le site internet que j'ai créé, mais qui n'a pas de nom de domaine pour le moment et que j'ai pas encore trop diffusé puisque je ne suis pas encore ultra satisfaite de l'identité visuelle de mon jardin des talents et le cordonnier étant le plus mal chaussé, mais je crois que je me répète, je l'ai déjà dit dans un autre podcast. J'attends avant de diffuser un peu plus. J'ai rétabli le problème sur le podcast numéro 9, là on est sur le 10. Le 9 ne fonctionnait pas et ça y est, c'est résolu, c'est en train de charger. Donc normalement, si vous arrivez à écouter celui-ci, vous devriez pouvoir écouter le numéro 9 qui ne fonctionnait pas. Voilà. Parmi tous les vastes, divers et nombreux sujets, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'humilité. L'humilité, c'est quoi l'humilité ? C'est un thème assez récurrent parmi les personnes que j'accompagne en ce moment. L'humilité. Oui, mais Marie, tu comprends, je suis quelqu'un de humble, je ne peux pas me permettre ça. Et ça fait écho chez moi parce que j'ai l'impression de m'entendre quand je vais chez la psy. Je dis non, mais madame, moi je suis quelqu'un de humble. Je peux pas aller là, c'est pas possible. Je ne serai plus humble si je vais dans cette direction. Et c'est effectivement le discours que j'entends et je me pose beaucoup de questions et on s'est un petit peu interrogé, notamment avec une des personnes que j'accompagne en ce moment, pour qui le plus grand frein, c'est justement cette humilité, puisqu'elle la place aussi dans ses valeurs. Et les valeurs, ce sont nos fondements, ce sont nos fondamentaux, ce sont nos piliers. On fonctionne avec des valeurs. Je pourrais revenir dessus à l'occasion d'un podcast ou pas, je ne sais pas, ou c'est peut-être justement l'occasion de prendre contact avec moi et d'entamer une procédure de coaching. Parce que si je vous donne tous mes secrets dans les podcasts, après vous n'aurez plus besoin de moi. Blague à part. Les valeurs, c'est ce qui constitue nos fondements. Et en tant que coach bientôt certifié, en tant que coach en formation pour le moment, c'est ce que l'on apprend à faire aussi, c'est à déterminer ce qui est une vraie valeur, d'autres choses qui pourraient ressembler à une valeur. Et donc la personne que j'accompagne en ce moment m'a mis dans ses valeurs l'humilité, mais d'un autre côté, l'humilité est également un frein, une grande limite, une croyance limitante. Et comme ça fait énormément écho en moi, j'ai eu envie d'aborder le sujet de l'humilité ce matin, parce que c'est aussi ce qui, moi, me freine et m'a toujours freinée depuis que je suis toute petite. Enfin, depuis que j'ai compris qu'une pomme hors gabarit passait dans le bac à compote. Alors pour ceux qui débarqueraient ici et n'auraient pas suivi l'histoire du bac à compote, c'est dans un podcast précédent. Voilà. Et donc, justement, quand j'expliquais par rapport au bac à compote, j'expliquais que l'enfant, dès le plus jeune âge, perçoit sa différence en tant que profil atypique. Alors on va me parler d'hypersensibles qui représentent 20 à 30% de la population, aussi bien que des hauts potentiels, 2% de la population, des troubles du spectre autistique, les TSA, ou les troubles envahissants du développement, les TED. TSA et TED, j'ai pas de statistiques, mais cumulées, parce qu'en fait un haut potentiel peut avoir des TSA et des TED ou une hypersensibilité. On commence déjà à toucher une certaine partie de la population, sachant que qui est l'un n'est pas forcément l'autre et qui est l'autre n'est pas forcément l'un, et que faire la part des choses n'est pas toujours très simple. Après, à chacun d'aller faire son petit marché, de se renseigner surtout,
et de voir ce qui lui correspond ou ne lui correspond pas. Et puis d'en faire une petite popote à la sortie et de savoir identifier dans telle et telle circonstance, ah ça c'est un trouble autistique donc je dois le gérer comme ça. Ça c'est mon hypersensibilité qui me joue des tours donc je peux le gérer comme ceci. Ça c'est mon haut potentiel et sa capacité à réfléchir en arborescence qui me joue de nouveau des tours. Donc je dois pouvoir gérer comme ceci. Pour moi l'intérêt de pouvoir identifier et de mettre des noms, des étiquettes, c'est aussi pour pouvoir gérer les choses derrière et ne plus se laisser envahir pour finir en hypersensibilité émotionnelle. Un des précédents podcasts. J'aime bien faire des ponts entre les différents podcasts, justement ça donne du sens et ça donne du lien. Voilà. Et donc cette fichue humilité peut certes être une alliée dans certaines circonstances, au moins pour faire semblant d'être une pomme dans le gabarit qui passe sur les rails, mais peut être aussi un terrible ennemi, puisque c'est ce qui va empêcher d'avancer. Parce qu'en fait, on va s'imposer des limites. Et donc, l'enfant, dès le plus jeune âge, remarque très rapidement qu'il va être différent, si on part d'un profil atypique, et donc va développer une forme d'humilité. Et en fait, l'humilité, c'est juste une capacité de suradaptation à un milieu qui lui est potentiellement hostile, ou peu adapté, enfin qui ne va pas l'épanouir en tout cas. Et pour ne pas passer dans le bac à compote, l'enfant va diminuer ce qu'il est capable de faire pour qu'on ne remarque pas en fait ce qu'il est capable de faire réellement. Et on va mettre ça sous le couvercle, on va mettre une belle étiquette d'une belle valeur judéo-chrétienne et on va appeler ça l'humilité. Qu'est-ce qu'elle est humble, elle a des super compétences, mais alors elle est d'une humilité, elle parle à tout le monde, elle est gentille avec tout le monde, elle est adorable. Là je dis beaucoup de elle parce que je pense que ça concerne beaucoup les filles, l'humilité. Au niveau des hommes, j'ai moins de recul, je perçois moins cette humilité qui va transformer un homme en Mère Teresa. Déjà ça peut pas marcher. Mais voilà, on est typiquement dans ce qu'on pourrait appeler le syndrome Lady Di. Lady Di, princesse, grande, magnifique, aux yeux bleus, mariée à un prince, tout pour plaire, tout pour réussir. Et non, elle n'a pas le melon, Lady Di. Elle est humble. Elle va dans des hôpitaux, elle va voir des enfants de quartiers défavorisés. Elle a toujours un sourire, elle est toujours là pour tout le monde. Elle est là, elle est prête pour aider les autres. Et donc, c'est ce qu'on va valoriser dans notre société à nous. On va valoriser cette capacité à ne pas se mettre en avant, à ne pas déployer tous ses talents. Par rapport au mot talent aussi, c'est une question qu'on se pose beaucoup en accompagnement en ce moment. Qu'est-ce qu'un talent ? Comment définir un talent ? Est-ce qu'un talent c'est simplement savoir coudre et faire du crochet ou est-ce qu'il existe d'autres talents ? C'est pareil, si vous voulez pouvoir répondre à cette question en accompagnement, je peux peut-être vous aider à y voir plus clair. Alors moi qui suis complètement contre l'autopromo, à chaque fois que j'écoute des podcasts ou des vidéos, ça fait 2 fois que je vous dis de m'appeler, là je suis pas dans mes clous. Et donc voilà, l'humilité c'est cette capacité à ne pas étaler, à ne pas montrer, à être juste dans le rang, dans le cadre. Alors est-ce que c'est vraiment de l'humilité ou est-ce que c'est juste de la survie ? C'est un petit peu la question qu'on se pose avec les personnes que j'accompagne et qui sont dans ce conflit d'intérêts avec elles-mêmes, à savoir, est-ce que le fait que je me freine, le fait que je me mette du lest au pied pour marcher moins vite, est-ce que c'est de la réelle humilité ou est-ce que c'est juste un instinct de survie ? Vague question.
Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Observez-vous vous-même quand vous vous freinez. Est-ce que c'est de l'humilité sincère et spontanée? Est-ce que vous vous retrouvez vraiment dans ce mot, humilité? Ou est-ce que c'est un réflexe de survie? Essayez de repenser à vos premiers souvenirs de quand vous avez commencé à vous freiner ou à vous ouvrir à des choses complètement différentes de ce que vous êtes capable de faire et quelles émotions ressortent. Moi, je vais être honnête. Et s'il y a bien un endroit où je peux être hyper honnête, c'est dans mon propre podcast. Parce que j'en déduis que si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous écoutez le 10e podcast, c'est que vous êtes un peu intéressé par ce que je vous raconte. Et donc je peux être dans l'honnêteté et la transparence. J'ai déjà expliqué un peu mon mode de fonctionnement, confié des choses sur comment je fonctionne moi. Donc je pense me permettre d'être transparente maintenant. Mon humilité à moi, elle me fait chier grave. Excusez-moi pour la vulgarité. Mais elle me gonfle en fait. Parce que chez moi, en tout cas, c'est juste un mode de survie. C'est pas sincère. Enfin si, ça peut l'être. Mais si je dois répartir entre l'humilité sincère et l'humilité survie, je pense que je vais mettre humilité sincère 20%, humilité survie 80%, quoi. C'est pas quelque chose que j'ai de spontané en moi. Je veux dire petite, avant que je me prenne trop de claques qui me fassent rentrer dans un carré, avant d'être modelée à rentrer dans un carré, je me posais pas trop de questions. Et je pense que le mot même humilité n'était même pas encore venu jusqu'à moi. Je vivais dans ma bulle, un peu comme ma fille numéro 2, et j'étais pas du tout consciente que les gens autour de moi ne vivaient pas comme ça. Et en plus, j'avais absolument, mais alors, aucune envie de m'adapter. C'était pas du tout dans mes principes, et c'est vrai que j'observe ma fille numéro 2 qui est très comme ça. Mon conjoint me demandait dimanche, parce que je dis ouais, ça me surprend pas trop, je crois que j'étais un peu pareil. Il me dit non mais sans rire, t'étais vraiment comme ça à cet âge-là? Je dis je crois, ouais, je sais pas, j'ai le souvenir, j'ai pas le souvenir d'avoir été très humble à 11 ans quoi. Je pense pas. Je sais pas, après la vie te met des claques, donc de toute façon t'es obligé d'y passer, donc voilà. Mais non, je pense pas. Je pense que je vivais dans un monde à part et que j'étais sur mon nuage, quoi. Et je me suis jamais posé la question de savoir si les autres avaient des compétences, des capacités ou pas, et s'ils étaient capables de faire des choses ou pas, que moi j'étais capable de faire ou pas. Et puis l'humilité, elle est venue par la suite, par le regard extérieur. C'est toujours des mots qui rappellent à l'ordre. C'est toujours des petites remarques, pas forcément méchantes, hein, qui peuvent être très gentilles, mais qui rappellent à l'ordre. Ce sont des petits détails. Toi, quand tu fais les choses, tu les fais pas à moitié. Voilà. Alors non, je les fais pas à moitié. Et encore là, j'ai fait un peu la moitié de ce que je suis capable de faire. Mais si déjà en faisant la moitié de ce que je suis capable de faire, tu trouves que je fais pas les choses à moitié, je vais pas en plus faire plus. Ça, voilà. Donc, moi, j'ai l'impression de me freiner. Et puis en face, on me dit « Waouh, tu abats des arbres !» Non, je n'ai pas tellement l'impression d'abattre des arbres, mais voilà. Et finalement, l'auto-fatigue, dont j'ai parlé dans l'épisode 9, elle vient de là aussi, c'est la suradaptation constante. C'est devoir tout le temps être en train de jauger entre ce que je peux faire et ce que j'ai le droit de faire. Ou quand on me dit ah oui mais toi t'es une femme très forte, j'ai pas l'impression, je suis pas non plus convaincue, j'ai pas dégainé tout, mais bon apparemment c'est déjà trop.
Je crois que je l'ai abordé dans un podcast précédent, trop ceci, trop cela, trop patati, trop patata, trop comme ci, trop comme ça. Trucs qui font que l'enfant se construit avec cette idée de trop. Tu bouges trop, tu parles trop, tu réfléchis trop, tu penses trop, tu fais trop de choses, t'es trop fatiguée, t'es trop fatigante, trop. Donc l'humilité, la fausse humilité, finalement, elle se construit comme ça. Et puis elle se construit aussi dans le conflit de loyauté que j'ai abordé dans un des tout premiers podcasts. Toujours quand on est enfant, parce qu'on se construit quand on est enfant, on ne se construit pas vraiment à l'âge adulte, on se construit vraiment à l'âge enfant. À l'âge adulte, après on jauge, on adapte, on réévalue, on remodèle, mais on ne se construit pas à l'âge adulte. Tout est déjà conditionné quand on est môme. Et quand on sait qu'un enfant ne peut pas se permettre de dépasser ses parents, et d'où le conflit de loyauté, finalement l'humilité aussi, elle se construit à ce moment-là. Qui suis-je, moi, pour oser défier mon père ou ma mère ? Eh bien, je ne suis que leur enfant, donc l'humilité veut que je reste à ma place d'enfant. Et donc je ne dépasserai pas mes parents. Parce que dans la mythologie et dans l'histoire et dans la religion, l'enfant qui dépasse ses parents, ça entraîne souvent une guerre ou un conflit ou la mort de quelqu'un. Et s'autoriser à tuer psychologiquement celui qui nous a donné la vie, c'est pas simple. Donc on va développer une forme d'humilité. Mais est-ce que c'est vraiment de l'humilité ? Voilà, je pense que le mot humilité, c'est une espèce de valeur à laquelle on nous conditionne dans notre culture judéo-chrétienne. J'ai pas assez de connaissances sur le mode de fonctionnement des sociétés asiatiques ou africaines ou sud-américaines ou aborigènes, indigènes. J'ai pas assez d'informations sur l'éducation des enfants et la place de l'enfant par rapport à ses parents dans ces sociétés-là. Mais en tout cas, nous, dans notre culture européenne judéo-chrétienne, on est vraiment dans le conditionnement de t'es mon fils, t'es ma fille, tu feras pas mieux que moi, quoi. Tu seras pas plus grand que moi, tu seras pas plus fort que moi. Hein, c'est moi le chef, c'est moi la chef, et tu me dépasses pas. Donc l'humilité, on apprend dès tout petit aux enfants à acquérir cette valeur, ce trait de caractère, cette définition, et on le valorise énormément. Et comme c'est valorisé par tout le monde autour, alors on l'intègre comme étant un fondamental dans sa propre vie. Et maintenant que si j'avais dû faire le travail sur mes propres valeurs avant de commencer à accompagner des personnes et avant d'avoir fait ma formation en coaching, je pense que moi aussi spontanément j'aurais mis humilité en valeur 1 dans mon système de valeurs. Et maintenant que j'y réfléchis et que j'accompagne et qu'on se pose des questions en coaching, parce que j'aime bien qu'on se pose des questions, je ne suis pas certaine que je mettrais l'humilité dans mon système de valeurs à moi. Je pense que je le mettrais dans croyances limitantes, finalement, tout compte fait, ou dans valeurs héritées qui me freinent, mais certainement pas dans valeurs qui me permettent d'aller de l'avant. La preuve en est, par rapport à ma propre expérience, c'est que d'être sur le chemin où je me trouve aujourd'hui me pose beaucoup de questions, justement par rapport à cette humilité, parce que là je suis en train de passer une étape que je m'étais encore jamais autorisée à passer, et pour mille et bonnes raisons qui n'appartenaient qu'à moi jusqu'à maintenant, notamment ce conflit de loyauté, et là, d'oser passer le pas, j'ai l'impression d'être au bord au bord d'une falaise. Hein. C'est vraiment cette impression de vertige et de vide en dessous, parce que je ne connais pas. Après, je ne sais pas ce que ça fait. Je ne sais pas ce que ça fait d'oser faire et de finalement diminuer cette part d'humilité, d'arrêter de courber les épaules
et de faire le dos rond en faisant semblant d'être la gentille fifi valorisée parce qu'elle est gentille. Bon, ça en vrai ça n'arrive jamais parce que je sais faire semblant 1 heure mais pas plus. Mais là, je sens que mon corps change, hein. Mes épaules se tiennent plus droites, mon dos se tient plus droit. Je commence à avoir la tête beaucoup plus claire et dans un alignement tête, cœur, corps qui est quand même beaucoup plus droit. Mais une anxiété générale autour parce que j'ai aucune idée de ce qui m'attend derrière. Je ne sais pas quels seront les effets secondaires. Et je réalise, je prends conscience que finalement, dans les accompagnements que je peux faire en ce moment, je peux aussi projeter les personnes que j'accompagne au bord de ce vertige-là. Et c'est pas simple à assumer. Je me dis, cette personne, si elle se retrouve dans les questionnements que j'ai en ce moment, tout ça parce qu'on fait le travail ensemble, j'ai du mal à assumer derrière. Alors, je sais que certaines m'écoutent. Voilà, c'est aussi une forme d'humilité d'être capable de parler de ses doutes et de ses questions. C'est pas simple. Est-ce que on a le droit de sortir petit à petit toutes ses compétences et ses capacités, ses qualités et ce qu'on sait faire? Est-ce qu'on a le droit de dévoiler ce qu'on sait faire et qui on est pour de vrai? C'est sûrement plus facile de se cacher, de se mettre dans un petit coin et d'attendre que le temps passe. Mais moi, par exemple, qui suis d'une nature très... je suis Sagittaire, signe de feu, née l'année du dragon. Donc, comment dire, j'ai un peu d'énergie à l'intérieur, même si je suis pas trop à fond dans tout ce qui est sorte d'ésotérisme et horoscope et tout ça. Je sais quand même que j'ai un tempérament plutôt de feu. Voilà, ça... Je suis pas trop un signe d'eau ou un truc plus calme, quoi. Et quand je me sens bridée trop longtemps, il y a des moments, ça explose. Alors l'humilité, c'est dans ces moments-là où je la regarde et je lui dis, toi, excusez-moi, je vais être très vulgaire, tu m'emmerdes parce que là, tu me freines. Mais moi, j'ai pas envie d'être freinée, j'ai envie d'avancer à ma vitesse. Il y a quelques années, l'image que j'avais de moi, c'était d'être un cheval noir, le cheval de Zorro là, hein, le cheval bien puissant, qui était ligoté avec des œillères dans un tunnel. Voilà, c'est très violent comme image, mais quand on me demandait tu te vois comment, alors moi en ce moment je me vois comme un cheval en pleine puissance, là, un beau cheval bien jeune, bien en énergie, bien en muscle, qui est juste ligoté, allongé par terre, avec des œillères et qui voit la lumière au bout de son tunnel. Et ben j'aimerais bien être le cheval qui va courir. Alors là je cours toujours pas à ma vitesse, mais elle me fait peur, ma vitesse. C'est comme quand je passe mon permis moto, j'ai hyper peur de la vitesse parce que je sais que je vais prendre plaisir à la vitesse et je sais qu'elle est potentiellement dangereuse. Parce que quand on tombe à 10 km/h, quelque part, on se fait moins mal que si on tombe à 180 km/h. Donc l'humilité, c'est ce qui permet aussi de se faire un tout petit peu moins mal quand on tombe. Enfin, c'est ce qui donne l'impression qu'on va se faire moins mal en tombant. Parce qu'on sera allé moins vite. Et finalement, c'est quand même très frustrant. Je crois que je préférerais aller à la vitesse débridée. Mais la chute me fait peur. Parce que je me suis déjà fait mal en allant un peu moins vite. Donc là, l'idée de tomber en short et en t-shirt à 180 sur la moto, ça fait un peu peur. Donc l'humilité, finalement, c'est soit ce qui permet de ne pas aller aussi vite, soit c'est l'armure qu'on se met autour, l'espèce d'airbag qu'on va se mettre pour se faire moins mal en tombant. Et c'est là où la question résonne et résonne et résonne. Est-ce que l'humilité est vraiment une valeur ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que l'on doit continuer de gratifier, de valoriser et d'encourager ? Est-ce qu'on n'aurait pas moins de gens dépressifs et mal dans leur peau
si on valorisait justement le fait de pouvoir rouler à la vitesse à laquelle on a envie de rouler. Bon, pas sur la route, mais de façon imagée. Est-ce que on serait pas moins malheureux si on pouvait enfin lâcher les gaz, quoi. Enfin, laissez-moi avancer à ma vitesse. Dans mon job actuel, je suis tout le temps bridée, je peux rien faire, je suis entre 4 murs, je peux pas avancer, je peux pas aller à mon rythme, je peux rien mettre en place et je dois faire preuve d'une très grande humilité. Et encore, même en enfilant mon costume d'humilité woman tous les matins en allant au boulot, on trouve encore le moyen de me dire que j'en fais trop. Et moi, j'ai l'impression de rien faire. J'ai l'impression d'être à 2% de mes capacités. Et que si on me laissait champ libre, ou allez, 50%, je me sentirais déjà, mais alors, beaucoup moins bridée. D'où l'envie aussi de me former pour faire évoluer mon métier et avancer à ma vitesse. Mais paradoxalement, la sensation que la vitesse va pouvoir arriver, c'est quand même un peu grisant. Il y a de l'adrénaline qui monte, l'adrénaline bloque le cerveau, et après c'est le bazar là-haut, ça fige sur des choses pas forcément positives. Donc c'est toujours un petit peu complexe. J'ai envie de dire, on pourrait s'arrêter là. On est à 26 minutes. Et se poser des questions, chacun dans son coin, où je pourrais faire comme avec mes élèves. Je vous dis, ben voilà, ça fait 25 minutes que je vous donne la consigne. Je vous laisse 20 minutes pour réfléchir, on se retrouve après. Je ne vais pas laisser un blanc de 20 minutes sur mon podcast. Ça n'a pas trop de sens. Et non. Je crois que j'ai fait le tour de la question en fait. Non, c'est que quelqu'un m'a dit oui, le podcast machin, il n'était pas très long et il n'y avait pas de piste de réflexion et du coup je me suis sentie frustrée parce que j'aime bien écouter tes podcasts parce que ça me fait réfléchir. Alors est-ce que je m'arrête à 26 minutes et je vous laisse réfléchir jusqu'au prochain? Suis-je humble? Est-ce une humilité choisie? Qu'est-ce que ça provoque de positif dans ma vie de choisir l'humilité? Est-ce que je me sens en accord avec moi-même quand je fais preuve d'humilité? À quel moment dans ma vie ou dans mon quotidien je sors la carte de l'humilité? Quand je suis dans cette forme d'humilité, que ressent mon système émotionnel, le ventre? Que ressent la tour de contrôle, le cerveau? Que dit mon corps quand je fais preuve d'humilité? Est-ce que mon corps est calme? Est-ce que mon corps est agité? Sachant qu'un corps agité, ce n'est pas forcément un corps qui bouge dans tous les sens, mais ça peut être le besoin d'avoir quelque chose dans les mains qui bouge tout le temps. Un stylo, un porte-clés, un téléphone portable, jouer avec sa bague, jouer avec ses bracelets, jouer avec ses boucles d'oreilles, jouer avec une mèche de cheveux, jouer avec une poche, un truc dans son manteau, les petits cailloux là, les ancrages émotionnels, tout ce que l'on appelle les stéréotypies. Les stéréotypies, ce sont tous ces gestes, ces mouvements, comme se manger les ongles, fumer, jouer avec des stylos, qui permettent au cerveau d'assimiler un mouvement qui va apaiser l'anxiété. Donc, j'observe mon corps, mes émotions, ma tête, quand je fais preuve d'humilité, quand j'apporte sur un plateau d'argent l'humilité attendue en face, comment réagit mon corps?
Mon corps est-il en stabilité? Est-ce que j'ai les 2 pieds posés au sol? Est-ce que je me sens ancrée? Est-ce que je me sens droite? Est-ce que j'arrive à respirer avec le ventre? Est-ce que j'ai une respiration saccadée? Est-ce que je pense à 1000 choses? Est-ce que je bouge? Est-ce que j'ai besoin de sortir de cette pièce? Est-ce que je me sens étouffée? Je m'observe. Je m'interroge. Je me demande qu'est-ce qui m'empêche d'ouvrir ma boîte à outils? Qu'est-ce qui m'empêche dans cette situation-là de dire la réalité ou la vérité qui est ok, j'ai cette capacité-là, j'en suis assez fière. Ok, j'ai réussi à faire ça, j'étais plutôt contente de moi. Ok, j'ai ça comme valeur ajoutée et je l'assume. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Est-ce que j'ai peur de passer dans le bac à compote? Est-ce que j'ai peur d'assumer qui je pourrais être? Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie si j'arrivais à le faire? Quelles seraient les conséquences? Est-ce que je perdrais du lien social avec mon groupe d'amis? Est-ce que je perdrais encore plus la sensation d'appartenance à un groupe? Est-ce que j'aurais peur de perdre mon conjoint? Est-ce que j'aurais peur de perdre mon boulot? Est-ce que j'aurais peur de perdre l'amour de ma famille? Est-ce que j'ai peur des conséquences sans savoir ce qu'elles pourraient être? Qu'est-ce que ça enclenche chez moi? Qu'est-ce qui fait que là, tout de suite et maintenant, je suis obligée d'enfiler ma cape de super humble? Et qu'est-ce que ça déclenche chez moi quand je me pose ces questions? Est-ce que ça provoque de l'anxiété? Est-ce que j'ai l'impression d'être au bord d'un précipice? Est-ce que j'ai l'impression de dévaler une rivière en canoë-kayak? Est-ce que j'ai l'impression d'être sur la moto en short et en t-shirt et en tongs à 180 km/h sur l'autoroute? Qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de moi? Tout ça, ce sont des questions que vous pouvez effectivement vous poser dans des situations où vous avez l'impression d'avoir sorti la cape d'invisibilité. Parce que finalement, l'humilité, c'est un petit peu comme la cape d'invisibilité de chez Harry Potter. C'est celle qui permet de ne pas être remarqué, qu'on ne fasse pas attention à vous, qu'on ne prête pas... ne pas être au centre de l'attention. Ça permet de se faire oublier, de se mettre dans un petit coin et d'attendre patiemment. Mais quand j'attends patiemment, quand je suis cachée derrière ma cape, qu'est-ce que ça provoque? Bonjour. Quelle image de soi ça renvoie? Alors je vous ai dit, moi c'était l'image d'un cheval en pleine puissance ligoté avec des œillères dans un tunnel. Mais chez vous, quelle est l'image de vous que ça donne quand vous enfilez votre cape d'invisibilité? À quel moment dans vos échanges sociaux, parce que c'est rarement quand on est tout seul avec soi-même qu'on fait preuve d'humilité, c'est en général dans les relations sociales, dans l'interpersonnel, à quel moment vous sortez cet outil-là? Et du coup, la question finale sera, peut-on considérer l'humilité comme étant un talent? Et quelles sont les raisons de l'utilisation de ce talent? Moi, j'ai croisé beaucoup de monde, j'ai dû faire une petite pause qui me permet de réfléchir justement à comment terminer cet épisode par rapport au talent. Et s'il était temps, dès aujourd'hui, de redéfinir l'humilité non pas comme une valeur, mais comme un talent. Moi, j'ai le talent de l'humilité, de pouvoir se dire, j'ai le talent de l'humilité. Je sors l'humilité du registre des valeurs et je l'inclus dans mon registre de talent. J'ai ce talent-là.
je sais faire comme les Didi. Je sais être une princesse ou un prince ou un roi, mais en même temps, je sais me mettre dans une position à genoux et de prendre un bébé d'un quartier pauvre d'Inde dans mes bras avec beaucoup d'amour et de compassion et dans la sincérité, parce que l'humilité, il y a aussi une part de sincérité. Ce que je fais pour me protéger, je le fais parce que j'ai vraiment envie de me protéger et j'ai vraiment envie de me sentir en sécurité. Donc forcément, je le fais pleinement. Je le fais pas juste pour passer à la photo. Je veux dire, les Didi, c'était pas juste pour les photos. Elle a endossé son rôle. Elle a bien compris le fonctionnement de la cape d'invisibilité. Bon, elle n'a pas fini sur l'étalage de l'épicier, elle a fini dans le bac à compote, mais en attendant, tout le temps où elle l'a fait avec sincérité. Et ça, c'est le plus important. Et arriver à redéfinir cette humilité comme n'étant pas une valeur mais un talent, je pense que c'est déjà un grand pas d'acceptation de son propre mode de fonctionnement. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Juste pour info, parce que c'est la petite anecdote, quand je fais un podcast d'à peu près 50 minutes, je marche à peu près 5 km. Et je regarde toujours combien de kilomètres j'ai marché en arrivant chez moi. Et je me dis ça, c'était un podcast de 5 km. Voilà, donc je ne fais que marcher pour le moment. Parce que courir pour faire le podcast, je pense que ça ne sera pas très très agréable. Et puis là, niveau humilité, si j'y arrive, on n'y sera plus. Hein, non, mais de toute façon, j'ai pas envie de le faire. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je suis ravie des retours positifs que l'on me fait. Mon humilité s'en nourrit, puisque c'est un podcast sans prétention. Et là, pour le coup, on est dans la sincérité et l'honnêteté avec moi-même. Ce n'est pas un podcast de survie, c'est un podcast sans prétention, naturel et spontané, qui me correspond et que s'il me fait passer dans le bac à compote, c'est pas grave en fait, parce que j'assume. Voilà. Et ce bac à compote là, il me va bien, parce qu'il pourra nourrir des esprits qui me correspondent. Et voilà, c'est aussi une autre question, à savoir, est-ce que je reste dans les pommes gabarit ou est-ce que je pars dans le bac à compote. Gros lapsus. Et finalement, qu'est-ce qui me correspond le mieux dans cette situation-là? Voilà. Tout autant de questions à se poser. Je m'en pose peut-être trop la question, mais j'aime bien avancer et comprendre quels sont les facteurs limitants et qu'est-ce qui a fait qu'à certains moments donnés de ma vie, j'ai pu prendre des décisions et qu'à d'autres moments, j'y arrive pas. Et qu'est-ce qui fait qu'on ose se lancer ou qu'on n'ose pas se lancer. Et les questions qu'on aborde en accompagnement, j'aime bien les développer un peu plus ici, parce qu'en accompagnement, c'est pas le lieu, ni le moment, ni l'endroit pour aborder en plus large ces questions de philosophie, si on veut, de métaphysique. Non, c'est pas de la métaphysique, c'est plutôt de la philosophie, à savoir l'humilité est-elle une valeur ou un talent. Je vous laisse être juge de votre propre humilité et de peut-être prendre le temps de réécouter les questions que je vous ai posées et de prendre celles qui vous parlent le plus. Pas toutes, hein, c'est comme à chaque fois qu'on donne une boîte à outils, si on a besoin de la clé à laine ou de la pince plate, on va pas aller utiliser le marteau ou un autre outil. Je manque de vocabulaire en matière d'outils. Donc vous prenez les questions qui vous parlent et puis c'est peut-être l'occasion de fermer les yeux 5 minutes, de se revisualiser dans des situations qui ont pu peut-être être douloureuses à certains moments et d'arriver à se dédouaner de cette douleur, arriver à la guérir par soi-même. Tout ne mérite pas de passer par un vidage émotionnel chez un psychologue. Il y a aussi des blessures qu'on peut soigner soi-même. Je veux dire, on ne va pas toujours aux urgences faire des points de suture.
on peut aussi juste mettre du désinfectant et un pansement et laisser cicatriser. Donc j'espère que ce podcast, ces questions pourront avoir cet effet de je m'auto-soigne. Oups, petit bug. J'ai croisé le tracteur de mon voisin, j'ai appuyé sur les mauvais boutons. Donc cet effet de je m'auto-soigne, effectivement. Et puis voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée. Ici il fait un très grand soleil, il fait plutôt chaud, l'été arrive. Et puis je vous dis au prochain podcast. Avec plaisir, le prochain sera le numéro 11 après numéro 12, donc on sera sur la fin de la première saison. Et puis j'enchaînerai la deuxième saison plus tard. Voilà, belle journée!